Pour la thématique l'AVC chez la femme, le professeur Pierre Garnier, qui nous vient de Saint-Étienne. Beau petit voyage, monsieur, vainqueur du derby il y a quelques jours. Merci. Vous êtes neurologue, monsieur, bonjour. Bonjour à tous et merci de m'accueillir pour vous parler de l'AVC chez la femme. Donc, je suis responsable de l'unité neurovasculaire à Saint-Étienne. Et diapositive. Donc, tout d'abord, vous voyez que sur un plan épidémiologique, le fait que la population vieillit et le fait que la durée de vie chez la femme augmente, les projections montrent très bien que la prévalence de l'AVC va augmenter chez la femme, et donc notamment chez la femme âgée. Et ça va devenir véritablement un enjeu de santé publique qui a déjà commencé, mais qui va continuer. Par ailleurs, c'est une des causes principales de mortalité, l'AVC chez la femme. Et vous voyez que quand on la compare à l'homme, et c'est ce qu'on va faire dans cet exposé, on va souvent comparer hommes et femmes et voir qu'il y a justement des différences. Et vous voyez que la mortalité chez la femme, c'est la courbe en bleu, elle est plus importante après un AVC que la mortalité par AVC chez un homme. Et aussi bien dans le moyen terme que dans le plus long terme. Alors les facteurs qui y contribuent, on les suspecte, hein. C'est l'âge avancé de la femme, puisqu'elle vit plus longtemps, et on sait que plus on est âgé, plus le risque d'AVC augmente. Donc l'âge avancé, le fait qu'elle fait des AVC beaucoup plus sévères, donc source d'une plus grande mortalité. Souvent, la présence d'une FA, on verra que c'est un des grands facteurs favorisants de ces AVC ischémiques chez la femme. Et puis, très souvent, comme les femmes sont plus âgées, elles ont plus souvent un handicap avant l'AVC qui préexiste et qui contribue à cette mortalité. Diapositive. Sur l'incidence aussi. Alors l'incidence, c'est assez intéressant de voir. Ça, c'est une étude américaine où ils ont étudié l'incidence des AVC et vous voyez que chez l'homme, entre 1993 et 2010, l'incidence diminue de manière significative, globalement, de tous les AVC. Alors que vous voyez que chez la femme, cette incidence ne diminue pas. Et quand on analyse bien les choses, pourquoi l'incidence des AVC diminue chez l'homme? C'est à cause de la diminution des AVC ischémiques. Vous voyez, c'est la courbe en bleu. On voit très bien que cette courbe diminue, alors que chez la femme, la courbe ne diminue pas. Donc on est face à un problème de santé publique majeur chez la femme. Diapositive. Alors on va commencer par les facteurs de risque. Il y a d'abord les facteurs de risque qui sont communs dans l'accident vasculaire cérébral, qui sont, on va dire, les facteurs classiques qu'on connaît tous, qui sont communs à l'homme et à la femme, mais on verra que leur poids n'est pas le même et l'impact n'est pas le même. Vous voyez ici, c'est une cohorte de patients qui sont rentrés pour un accident vasculaire cérébral et vous voyez que chez les femmes, elles ont déjà un âge plus avancé quand elles font un AVC que chez les hommes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Que deuxièmement, elles ont des antécédents d'hypertension artérielle, elles sont plus souvent en fibrillation auriculaire, par contre, elles ont moins souvent de diabète et sont moins tabagiques. Diapositive. Et actuellement, il y a eu une réactualisation un petit peu de ces données, vous voyez, de ces facteurs de risque, on va dire, classiques d'AVC. Et vous voyez que l'hypertension, finalement, quand on regarde bien, elle est plus faible chez la femme que chez les hommes, mais chez la femme jeune, elle est plus faible, effectivement. Par contre, chez les femmes âgées, l'hypertension artérielle est plus importante que chez l'homme. La dyslipidémie, pour l'instant, les données sont un peu en opposition. La fibrillation atriale, alors là, ça, il faut bien le retenir parce que vous voyez très bien que la prévalence de l'AFA est beaucoup plus importante chez la femme que chez l'homme. Et on sait que l'AFA est une des causes principales d'accident vasculaire cérébral ischémique. Et d'ailleurs, vous voyez que le risque de faire un AVC ischémique sur FA est beaucoup plus grand chez la femme, enfin, est plus grand chez la femme que chez l'homme. La migraine, alors on en reparlera un peu tout à l'heure avec la pilule. La prévalence de la migraine est plus importante chez la femme, ça c'est un fait qui est bien connu, d'accord? Et que le fait de faire un accident vasculaire cérébral ischémique chez une patiente migraineuse est plus importante que chez un homme. Le diabète, à peu près la même prévalence entre l'homme et la femme, mais par contre la femme fera plus souvent un accident vasculaire cérébral sur un diabète.
Les troubles cognitifs, alors vous savez que de plus en plus on parle que des troubles cognitifs qui s'associent aux accidents vasculaires cérébraux, mais là on manque un peu de données pour aller plus loin. Alors il ne faut pas oublier non plus le syndrome métabolique et l'obésité abdominale, qui sont également plus fréquents chez la femme et qui sont à plus haut risque d'accident vasculaire cérébral chez elle que chez l'homme. Diapositive. Alors, je m'arrête juste quelques instants sur cette fibrillation atriale parce que c'est un point important. Vous voyez ici, ils ont comparé le risque de faire un AVC sur une fibrillation atriale entre l'homme et la femme. Eh bien, ce risque est multiplié par 2 chez la femme par rapport à l'homme. Et quand on regarde bien d'ailleurs la diapo du bas, vous voyez que le score de Schatz-Vask, je ne sais pas si vous le connaissez tous, c'est un score du risque thromboembolique sur FA. Et ce risque thromboembolique, vous voyez, il est plus élevé chez la femme, il est à peu près à 4, alors qu'il est à 3 chez l'homme, ce qui prouve bien que la FA est génératrice de beaucoup plus d'AVC ischémiques chez la femme que chez l'homme. Et vous voyez que les AVC à la phase aiguë, quand on compare hommes et femmes, le score neurologique des AVC est beaucoup plus sévère chez la femme parce que l'AVC est plus grave. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Diapositive. Peut-être juste, excusez-moi, j'ai oublié de dire quelque chose. Si on peut revenir, c'est pas très grave. Sinon, je le dirai oralement, sans la diapo. Vous voyez très bien qu'après un AVC chez la femme dû à la fibrillation atriale, le niveau de dépendance, de handicap sera beaucoup plus important. D'accord ? Et le risque de récidive de refaire un autre accident vasculaire cérébral également. À côté de ces facteurs de risque classiques, après, il y a les facteurs qui sont spécifiques à la femme. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs chez la femme qui lui sont propres et qui vont être associés à des accidents vasculaires cérébraux. Alors, je vous les ai cités. Il y a l'hypertension artérielle pendant la grossesse, c'est ce qu'on appelle l'HTA gravidique. D'accord ? La prééclampsie et l'éclampsie également, et j'y reviendrai tout à l'heure dans la pathologie de la grossesse. L'ovariectomie également augmente le risque de faire un accident vasculaire cérébral, de même que la délivrance prématurée ou l'accouchement d'un enfant mort-né. Par contre, l'hystérectomie serait protectrice, mais on ne sait pas bien par quel biais. Diapositive. Alors finalement, dans la vie de la femme, on va dire qu'il y a 3 grandes périodes à risque de faire un AVC. Il y a pendant l'âge de procréation, avec 2 points importants, la contraception orale et la grossesse. Alors rassurez-vous, en absolu, le risque de faire un AVC pendant la grossesse ou sous contraceptif est faible. Mais on verra qu'il y a des éléments importants dont il va falloir tenir compte. La ménopause, c'est le 2e temps. Et puis le 3e temps, c'est la femme âgée, au-delà de 80 ans. C'est un peu ce qu'on vient de dire sur les précédentes diapositives. Donc on va analyser ces 3 périodes. Tout d'abord, la contraception orale. Je vais parler surtout de la contraception orale classique, c'est-à-dire qui combine œstrogène plus progestérone, qui sont les hormones habituellement utilisées. Beaucoup de femmes utilisent la contraception orale dans le monde, avec cependant des variations entre certains pays. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Ce qui est confirmé, c'est que la contraception orale combinée, hormonale, elle s'associe à un risque thrombogénique. Puisque vous voyez, le risque de faire un infarctus du myocarde ou un AVC est multiplié par 1,6. D'accord ? Et le risque de faire un AVC ischémique, c'est-à-dire par occlusion d'un vaisseau, il est multiplié par 1,7. Diapositive. Ce qui va entrer en ligne de compte aussi, c'est la dose d'œstrogène qu'il y a dans la pilule. Plus cette dose d'œstrogène est importante, plus le risque de faire un accident vasculaire cérébral ischémique ou un infarctus est grand. Vous voyez que pour les pilules dosées à 20 microgrammes d'œstrogène, le risque est de 1,6. Dès lors qu'on passe entre 30 et 50, on multiplie par 2 ce risque. Et au-delà de 50, on le multiplie par 2,4. Actuellement, les pilules qui sont le plus utilisées sont inférieures à 50 microgrammes. Diapositive. Alors, il y a un autre moyen de contraception, justement. Parfois, vous savez, quand il y a une contre-indication à une pilule combinée, on peut être amené à utiliser la progestérone seule. C'est le Microval, Cerazette, qui sont des moyens contraceptifs et qui, a priori,
ne s'associe pas à une augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral. Diapositive. Alors ça, c'est très important. Parce que, je vous l'ai dit, finalement, le risque de faire un accident vasculaire cérébral sous pilule, il existe, mais il reste quand même faible. Quand on voit le nombre de femmes sous pilule, ce risque, finalement, est peu important. Par contre, là où ça prend de l'importance, c'est quand la prise de pilule va s'associer à d'autres facteurs de risque. Et vous voyez, dans cette étude, c'est assez intéressant. Ils ont pris des patientes qui avaient des antécédents de migraine, avec ou sans aura, et vous voyez que si on utilise une pilule en association, c'est la ligne rouge, on multiplie par 7, c'est un risque relatif, hein, on multiplie par 7 le risque de faire un AVC, d'accord ? Par contre, là où ça augmente de façon extrêmement importante, c'est les patientes migraineuses avec aura qui prennent la pilule et qui fument. Alors là, on multiplie par 10 ce risque, et là, on a une augmentation très importante. Donc, ce qu'il faut faire attention avec la pilule, finalement, c'est le contexte qu'il y a aussi autour. Diapositive. Et vous voyez qu'il y a des recommandations très précises qui ont été faites. C'est que quand on prescrit une pilule, il faut vraiment évaluer ce risque thromboembolique, hein, et notamment chez les patientes qui ont des migraines avec aura, il faut quand même être très prudent, s'assurer que les facteurs de risque associés ont bien été désignés, vus, comment les traiter, comment les améliorer. Hein, ça peut être le tabac, l'hypertension, et ne pas hésiter à utiliser d'autres moyens de contraception s'il le faut en cas de risque thromboembolique élevé. Diapositive. On a vu la contraception, la grossesse. Alors la grossesse, là aussi, elle est pourvoyeuse d'accident vasculaire cérébral, mais le risque reste faible. Hein. Je rassure toutes les femmes qui sont ici, hein, heureusement d'ailleurs. Vous voyez que l'incidence est de 25 à 30 cas pour 100 000 et que ce risque d'AVC, surtout, a lieu, c'est pas au premier, au deuxième, au troisième trimestre de grossesse, c'est au moment du péripartum. Le péripartum, c'est la zone, c'est les quelques jours qui entourent la délivrance, d'accord ? Et c'est les 6 semaines qui suivent, c'est-à-dire le postpartum. Et c'est là où se concentre le maximum des accidents vasculaires cérébraux. Diapositive. Vous voyez, cette diapositive est intéressante parce que en haut, sur la première ligne du tableau, vous avez l'incidence des AVC chez les femmes non enceintes. 25 pour à peu près 100 000. Et vous voyez que c'est ce que je vous disais, après l'incidence sur le premier, deuxième et troisième trimestre va chuter. Et vous voyez que dans le péripartum et dans le postpartum, à nouveau, ça augmente de façon extrêmement importante. Et donc, c'est dans cette zone-là que se situe le risque d'accident vasculaire. Diapositive. Alors ça, simplement, c'est en fonction du type d'AVC. Vous voyez que les AVC ischémiques, on va les avoir surtout dans le péripartum et dans la phase précoce du postpartum. Les hémorragies cérébrales plutôt dans le postpartum précoce et les hémorragies méningées plutôt dans le péripartum. Et ce sont en général des hémorragies méningées non anévrismales, c'est-à-dire qui ne sont pas liées à une rupture d'anévrisme. Diapositive. Voilà, simplement pour vous symboliser que, on va dire, sur les 6 premières semaines, c'est là où le risque thromboembolique est le plus élevé, aussi bien pour les AVC ischémiques, infarctus du myocarde et thrombose veineuse. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Alors après, quelles sont les causes des AVC au cours de la grossesse ? Eh bien, le grand pourvoyeur de causes d'AVC pendant la grossesse, c'est ce qu'on appelle la prééclampsie et l'éclampsie. Alors, je vous ai redonné les définitions. La prééclampsie, c'est le fait d'avoir une hypertension artérielle supérieure à 140/90 avec une protéinurie. Et l'éclampsie, c'est une hypertension artérielle avec crise d'épilepsie. Et ces deux situations peuvent faire le siège de l'accident vasculaire cérébral, puisque vous voyez, ça peut expliquer 24 à 60% de tous les AVC. Alors, fréquence de la prééclampsie, c'est à peu près 4,5% des femmes enceintes. Diapo. Qu'est-ce qui peut favoriser également ces AVC chez les patientes enceintes, enfin chez les femmes enceintes qui font une prééclampsie ?
qui ont une prééclampsie, ce sont les infections précessives génito-urinaires, l'hypertension artérielle et les états prothrombotiques. Diapo. Là, je vous ai montré un scanner. Vous voyez, c'est un scanner cérébral avec une image qui est spontanément dense, qui correspond à un hématome cérébral survenu au cours de la grossesse. Et ce sont ces hématomes-là, c'est-à-dire c'est les AVC hémorragiques, qui sont les principales causes de mortalité chez la femme enceinte parmi l'ensemble des AVC. Et très souvent, ces hématomes sont dus justement à ces désordres hypertensifs dont on vient de parler, c'est-à-dire l'HTA gravidique, la prééclampsie et l'éclampsie. Ça vous montre qu'il est extrêmement important de prendre en charge l'hypertension artérielle. On va en dire quelques mots tout à l'heure. Diapo. D'autant plus important que cette diapositive, elle vous montre que les femmes enceintes qui ont eu une prééclampsie ou une éclampsie ou qui ont de l'hypertension artérielle pendant la grossesse, ça ne s'arrête pas toujours à cette période de grossesse. Ça peut continuer dans le temps après, au fil des années, et ça peut favoriser la survenue d'accidents vasculaires cérébraux à long terme. C'est pour ça que les femmes qui sont enceintes et qui ont eu ces complications, il faut bien qu'elles soient au courant quand même qu'une hypertension artérielle peut se poursuivre dans les années à venir et qu'il convient donc de bien les surveiller dans le temps, de les traiter pour éviter la survenue d'AVC. Diapositive. Autre syndrome qu'on voit souvent au cours de la grossesse, enfin souvent non, rarement, mais que l'on peut voir, c'est les syndromes de vasoconstriction cérébrale et les syndromes d'encéphalopathie postérieure réversible. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là aussi, on retrouve souvent les problèmes d'hypertension artérielle qui sont en cause. Alors, quand se produit un AVC au moment de la grossesse, quand il vient d'avoir lieu, qu'on le suspecte, qu'est-ce qu'on va faire au point de vue choix d'imagerie? Parce que le problème, effectivement, c'est la toxicité liée à ces imageries, notamment chez l'embryon et le fœtus. Alors actuellement, les idées sont assez claires, c'est-à-dire qu'une IRM cérébrale plus une angio-IRM crâne, où il n'y a pas d'injection, il ne faut pas qu'il y ait d'injection de produits de contraste, vous savez qu'en IRM, c'est le gadolinium, d'accord? Elle est très bien tolérée, l'IRM, sur les 3 trimestres, à condition de ne pas faire ces injections, parce qu'elles sont délétères pour le fœtus. Alors c'est un examen important, parce que l'IRM permet de bien voir si c'est une ischémie, bien voir si c'est une hémorragie, faire des diagnostics différentiels, ça c'est le gros intérêt de l'IRM par rapport au scanner, dont l'analyse du parenchyme est moins sensible, mais bien sûr, à défaut d'IRM, on peut très bien faire un scanner, et là aussi, les doses de rayons X qui sont utilisées maintenant ne sont pas toxiques pour le fœtus. Donc on peut très bien faire un scanner cérébral pendant la grossesse, et là on peut l'injecter, parce que les produits iodés qu'on utilise actuellement n'ont pas la toxicité qu'ils avaient avant sur le fœtus. Alors les traitements. On vous a parlé ce matin de la thrombolyse IV, de la thrombectomie mécanique. Qu'en est-il chez une femme qui est enceinte, qui fait un AVC ischémique? Peut-on faire une thrombolyse IV? Peut-on faire une thrombectomie mécanique? Alors, fort heureusement, il n'y a pas énormément d'AVC chez la femme enceinte. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas d'essai randomisé, parce qu'il y a trop peu d'AVC. Mais il y a eu on nous a rapporté des petites séries, et peut-être vous en avez vu dans vos expériences. Nous, on a eu un cas. La thrombolyse IV, j'ai repris une série de la littérature. Vous voyez que chez les femmes enceintes, la thrombolyse IV, 4,4%, alors que chez les femmes sans grossesse, 8%. Dans cette série-là, il n'y avait pas d'augmentation du risque d'hémorragie majeure chez les patientes qui ont eu la thrombolyse, ni d'augmentation du risque d'hémorragie... Si, il y a eu une augmentation, du risque d'hémorragie cérébrale, mais qui n'était pas significatif. Actuellement, les recommandations, c'est de dire que la thrombolyse IV peut être considérée en cas de grossesse lorsque les bénéfices de traiter un AVC ischémique modéré ou sévère surpassent le risque hémorragique utérin. Quant à la thrombectomie mécanique, alors là, il n'y a que quelques cas rapportés,
donc on a peu d'expérience. Dans ces cas qui ont été faits, c'était au cours du 2e et 3e trimestre, qui se sont plutôt pas mal passés en termes de récupération neurologique pour la mère et qui sont bien passés également pour l'enfant. Mais là, on manque vraiment de données. Mais ça pourrait être une alternative intéressante. Vous savez que la thrombectomie mécanique, on vous l'a expliqué, on va vous le réexpliquer, c'est quand il y a des occlusions proximales des gros vaisseaux du cerveau. D'accord ? Là, la thrombectomie mécanique apporte un plus très significatif et ça pourrait être une alternative lorsque le risque en plus hémorragique maternel est élevé. Et nous, on a eu un cas d'une patiente il y a 1 an qui a bénéficié de cette technique. Ça s'est bien passé pour elle, également pour l'enfant. Donc, en synthèse pour AVC et grossesse, surtout ne bien détecter les désordres hypertensifs, hein, on l'a vu que c'était très important. Traiter l'hypertension artérielle avant, pendant et après la grossesse. Et pour les traitements d'urgence, on aura besoin encore de données supplémentaires pour établir peut-être des recommandations plus robustes. Diapositive. Enfin, on arrive dans la 3e période, c'est la ménopause. Alors la ménopause, vous savez qu'au moment de la ménopause, on va avoir une chute du taux d'œstrogène. Or, on sait que les œstrogènes sont vasoprotecteurs, et donc, et ça on l'a bien vu en cours de ménopause précoce, quand il y a une diminution d'œstrogène, comme ça, dans ces ménopauses précoces, il y a une augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral et du risque coronarien. Diapositive. Alors, une question qui est importante, vous savez qu'au moment de la ménopause, on peut être amené à prescrire des traitements hormonaux substitutifs qui contiennent des œstrogènes, qui contiennent de la progestérone. Et la question est de savoir, est-ce que ces traitements hormonaux substitutifs favorisent le risque thrombogène ? Et bien là, les études en fait sont contradictoires. Il y a eu tout d'abord des études observationnelles que je vous ai présentées ici et qui ont plutôt tendance à dire que le traitement hormonal substitutif protège des événements coronariens, protège des accidents vasculaires cérébraux. Diapositive. Et là, les essais randomisés, surtout l'essai WIH, montrent que c'est le contraire, que plutôt le traitement hormonal substitutif s'associe à une augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral. Alors pourquoi ces différences entre ces 2 études ? Diapo. Dans les études que je vous ai présentées observationnelles, le traitement hormonal substitutif était débuté au début de la ménopause. Alors que dans les essais randomisés, là où le risque paraissait plus élevé, le traitement hormonal substitutif était débuté tardivement après la ménopause. Et on peut donc supposer que le traitement hormonal substitutif n'a pas le même effet selon qu'il est débuté précocement après la ménopause ou débuté tardivement. Et là, il faudrait des études pour confirmer ces données. En tout cas, le traitement hormonal substitutif n'a pas d'indication en prévention primaire et en prévention secondaire. C'est-à-dire une femme qui fait un accident vasculaire cérébral ischémique dans sa ménopause, le traitement hormonal substitutif sera plutôt contre-indiqué. Diapositive. Alors, il y a un traitement hormonal substitutif qui paraît ne pas s'associer à une augmentation du risque d'AVC, c'est lorsqu'il est administré par voie transdermique. Celui dont je vous ai parlé, c'était Péros. Diapo. Et puis on arrive à la femme âgée. Alors la femme âgée de plus de 80 ans, qui fait un accident vasculaire cérébral, on a vu que là, quand on arrive au-delà de 80 ans, on arrive dans une période à haut risque, surtout que peut s'associer une fibrillation atriale. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ces patientes âgées qui font un AVC ? C'est que d'abord, elles ont un handicap avant l'AVC qui est plus important que chez les hommes, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'elles sont certainement plus âgées, donc peut-être plus de comorbidité. Et que deuxièmement, la sévérité de l'AVC chez la femme est plus importante que chez l'homme, notamment chez la femme âgée. Diapo. Et quand on regarde le niveau de dépendance, vous voyez, à 3 mois et à 12 mois, il est beaucoup plus important chez les femmes, il est multiplié par 1,43, qu'il ne l'est, vous voyez, chez les hommes. Donc les AVC ont beaucoup plus de retentissement chez la femme âgée que chez l'homme.
Alors là aussi, c'était une étude qui semblait montrer que les facteurs qui étaient associés à l'apparition de troubles cognitifs après un AVC, eh bien la femme était susceptible peut-être d'être plus à même d'être dans cette situation que l'homme. Là aussi, il y a peut-être le rôle de l'âge dont il faut tenir compte. Alors cette diapositive est intéressante parce qu'elle vous montre que là, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Les femmes qui font un AVC ischémique dû à une fibrillation atriale, elles sont moins souvent anticoagulées que les hommes qui ont fait la même pathologie. Vous savez qu'après un AVC ischémique sur fibrillation atriale, on anticoagule pour éviter la récidive. Eh bien, vous voyez qu'en bleu, vous avez les hommes traités par anticoagulation. En rouge, vous avez les femmes traitées par anticoagulation. Et vous voyez qu'elles le sont beaucoup moins. Diapositive. Je suis dans les temps, là où... Dites-moi, pour pas que je... Idéalement, si vous voulez qu'on ait une petite place pour l'interactivité, ce serait bien de faire 2-3 minutes et puis après, très bien. S'il vous plaît. Oui, je vais aller vite. Alors, sur la thrombose veineuse cérébrale, simplement retenir le rôle des contraceptifs oraux, qui sont pourvoyeurs de thrombose veineuse cérébrale, et que ce risque de thrombose veineuse cérébrale augmente également au cours de la grossesse. Voilà, là on peut passer. Et que ce risque de thrombose veineuse cérébrale pendant la grossesse, il est également plus important chez les patientes qui ont des antécédents de thrombose veineuse. Alors, ça aussi c'est très important, c'est l'évaluation et la prise en charge de l'AVC ischémique en phase aiguë. Et là aussi, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Tout d'abord, on a une augmentation de la prévalence des symptômes et des signes qui ne sont pas habituels d'AVC chez la femme. Ça peut être une fatigue, une modification du comportement, donc des symptômes un peu aspécifiques et qui pourtant traduisent un AVC. Et ça, on en a plus chez les femmes. Diapositive. Les strokes mimiques, ce sont des signes qui imitent l'AVC, et notamment les crises d'épilepsie, les migraines avec aura, et ça aussi, on en a beaucoup plus chez les femmes au moment de l'accident vasculaire cérébral. Et ça peut être trompeur, parce que ça peut engendrer le fait qu'on peut passer à côté d'un AVC. Diapositive. Et enfin, les délais d'imagerie. Vous voyez que les femmes qui arrivent aux urgences, eh bien, l'imagerie cérébrale est faite un peu plus tardivement que chez les hommes. Pourquoi ? Parce que, justement, peut-être qu'elles ont des symptômes un peu plus flous, un peu plus difficiles à reconnaître, ce qui fait que peut-être on enclenche moins l'alarme. Donc c'est ce que je vous disais à l'instant. Diapositive. Par contre, là où il n'y a pas de différence entre hommes et femmes, c'est l'accès au service des urgences. Il n'y a pas de différence. Ça, c'est une réactualisation des données, alors que ce n'était pas le cas avant. La reconnaissance des symptômes et des signes traditionnels de l'AVC sont assez bien reconnus dans les deux sexes de la même manière. L'accès à l'imagerie cérébrale, dans les études antérieures, il était plus faible, cet accès. Maintenant, il devient à peu près équivalent, sauf peut-être chez la femme âgée. L'éligibilité au traitement thrombolytique, il n'y a pas non plus vraiment actuellement de différence. Et pour l'accès au traitement endovasculaire, là, on manque de données pour confirmer les choses. Diapositive. Pour terminer, je dirais que ça, c'est important dans l'axe de la recherche. Quand on regarde les essais cliniques, notamment les essais de prévention secondaire, on s'aperçoit que moins de femmes sont incluses que les hommes. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, elles sont plus âgées, elles ont plus de comorbidités, elles ont souvent un handicap préexistant qui constitue en fait des critères d'exclusion aux essais cliniques, qui souvent veulent une population un peu plus pure. Vous voyez ? Et donc pour ces patientes, finalement, on n'a pas de données qui nous permettraient de dire, ou du moins d'avoir des principes plus précis, des conclusions plus robustes. Donc il faudrait être plus large dans les critères d'inclusion et peut-être stratifier la randomisation sur le sexe. Diapositive. Donc en conclusion, vous avez vu que finalement l'AVC de la femme, c'est un enjeu de santé publique, qu'il y a des facteurs traditionnels qu'on connaît tous, mais avec des poids différents,
qu'il y a des facteurs de risque spécifiques et qu'il y a notamment une population, la femme âgée, qui constitue véritablement un problème de santé publique et sur lequel il va falloir beaucoup se pencher. Et c'est pour ça qu'il est très important d'insister sur la prévention primaire et secondaire, on vous l'a dit ce matin avec M. Giroux, pour éviter la survenue de ces AVC. Et puis développer les essais cliniques en représentant mieux les femmes dans ces essais. Je vous remercie. Nous avons quelques minutes pour vos questions, vos remarques, vos commentaires, vos interrogations, vos envies, vos besoins. J'en ai plus là, moi. Alors, c'est à vous de jouer maintenant. Allez-y, j'arrive. Déjà, alors, je ne sais pas si c'est bien déjà de te féliciter parce que voilà, on était sûr que ce serait très très bien, mais en tout cas, moi en tant que professionnel de santé et intervenant, ben là je suis un professionnel de santé qui a appris beaucoup de choses, notamment sur la prescription la pilule, c'est-à-dire que j'étais pas complètement sûr, et je pense beaucoup de gens ici, si on pouvait vraiment mettre ensuite des progestatifs, voilà, ça a répondu à mon avis à beaucoup de questions très pratiques et en plus de façon brillante. Voilà. Par contre, ben, je vais t'embêter. La dissection. Attends, c'est pas fini. La dissection pendant la grossesse et pendant le postpartum, parce que je pense que c'est important qu'on en parle ici. On a tous vécu où on nous posait des questions quand césarienne, pas césarienne, surtout ne jamais refaire de grossesse après. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je crois que je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. De ce que j'ai lu, effectivement, il est plutôt préconisé la césarienne, mais ça ne repose, ce choix, en fait, ne repose pas sur des preuves solides. Et je pense que, ben voilà, on manque de données pour répondre à cette question. Et je ne suis pas sûr qu'il faille faire obligatoirement une césarienne à quelqu'un qui a disséqué, à une personne qui a disséqué. Je ne sais pas quel est ton point de vue. Moi, j'avais regardé un petit peu dans la littérature, apparemment, quelqu'un qui a disséqué depuis un moment, voilà. C'est-à-dire pas pendant cette grossesse-là, voilà. Sans problème, accouchement par voie basse. Je pense qu'également, ce qu'il faut faire passer comme message aux jeunes femmes, c'est que il n'y a pas de contre-indication également à une grossesse future, c'est-à-dire que avoir fait un AVC pendant une... Bien sûr. Voilà, parce que ça, on le vit en consultation. Tout à fait. Voilà, avec des femmes qui ont eu des stérilisations, il n'y a pas d'autre mot. Mais par contre, tu sais, ce qui est très intriguant, c'est quand on tombe sur des jeunes femmes pendant la grossesse qui ont des dissections des 4 axes, quoi. Oui. Alors là peut-être, effectivement, la dissection pendant la grossesse, peut-être que là... on serait plus favorable à une césarienne. Et c'est vrai que la grossesse est tu as raison de souligner ça, c'est que probablement la grossesse, par les phénomènes hormonaux, modifie l'état des parois artérielles et pourrait favoriser ainsi les dissections. Il n'y a pas que le travail lié à l'accouchement qui va favoriser la dissection, mais il y a toute l'imprégnation hormonale également. Oui. Merci beaucoup. D'autres questions ? Oui, monsieur. Une petite présentation, si vous voulez bien. Monsieur Defin, Bar-le-Duc. Je suis médecin. Est-ce que l'utilisation d'une thérapeutique médicamenteuse pour un avortement thérapeutique peut augmenter le risque d'AVC? Alors, j'ai pas la réponse là non plus, parce que je n'ai aucune donnée dans la littérature. Il y a beaucoup de points comme ça, et là, je n'ai a priori, enfin de ce que j'ai lu, je n'ai pas vu véritablement d'augmentation du risque. Pour avortement, hein, vous dites pour un avortement. Oui, thérapeutique. Thérapeutique. D'accord. C'est vrai qu'on ne trouve pas de réponse. On n'a pas de réponse à tout ça. Il y a encore beaucoup de choses sans réponse. Hein. Oui, je me doute. Merci.
Comme l'histoire du foramen ovale perméable pendant la grossesse, là aussi, qui peut laisser passer des caillots, etc. Oui, parce que justement, ces deux possibilités-là avaient été évoquées. Le foramen ovale. Exactement. Et l'augmentation du risque d'AVC. Du risque. Merci. Je peux vous donner mon micro. Merci. Donc oui, François Boyer, CHU Reims, MPR. Et l'allaitement, la femme qui allaite ou qui allaite pas en péripartum, il y a une différence ou pas? Non, pas de différence. On a encore quelques instants si vous voulez, n'hésitez pas. Non? Non, je crois qu'un des messages effectivement importants, c'est la pilule associée aux autres facteurs de risque. Ça, en tant que médecin, il faut faire attention notamment à ces migraines avec aura, chez quelqu'un qui prend la pilule et dont on voit que les migraines avec aura s'intensifient ou deviennent de plus en plus fréquentes. Là, il faut un petit peu se méfier. Madame? Adeline Colomina, je suis monitrice éducatrice, mais j'ai une question par rapport à la pilule justement, parce qu'il n'y a pas forcément énormément de suivi au niveau des prises de sang, etc. Et juste, comme vous parlez il y a deux éléments dans la pilule, est-ce que s'il y avait plus de surveillance, parce que ça peut arriver qu'il n'y en ait pas énormément, qu'il y ait plus de risques au niveau de l'AVC? S'il y a moins de surveillance? Oui. Oui, en tout cas, je pense qu'effectivement, c'est une surveillance régulière, en tout cas pour moi, s'impose. Parce que c'est pas toujours le cas. Oui, c'est pas toujours le cas. Si cette personne fume, si elle a un peu de cholestérol, je pense que c'est quand même des choses à vérifier, surtout chez une femme qui aurait un peu une tendance à avoir des facteurs de risque. Je pense qu'alors là, il faut vraiment surveiller régulièrement cette personne. Et si elle n'a pas de facteurs de risque? Il faut quand même aller voir de temps en temps son médecin. Je pense que c'est important. Et le médecin, est-ce qu'il peut vérifier des choses? Oui, il prend la tension artérielle, il vérifie si elle fume, il peut doser le cholestérol, voir comment est la glycémie, et donc dépister des facteurs de risque, bien sûr. D'accord. Non, c'est important. D'autres questions? Il y a une dame derrière vous, une jeune femme. Excusez-moi, je remonte. Mélanie Gilles, je suis coordinatrice santé. Je voulais vous demander en quoi la migraine avec aura augmentait le nombre d'AVC avec la pilule, pilule, migraine avec aura. C'est une très bonne question parce qu'on ne connaît pas le mécanisme. Pourquoi les migraines avec aura augmentent le risque d'AVC? Il y a beaucoup d'hypothèses qui sont faites, qui sont pour l'instant pas vérifiées. Ce que l'on sait, c'est effectivement c'est la migraine avec aura quand elle est associée à des facteurs de risque. Tabac, pilule, là on comprend aisément qu'on augmente le risque d'AVC. Mais pourquoi la migraine en elle-même favorise les AVC? J'avoue que c'est un terrain encore à fouiller. Merci. Alors il y en a qui disent, mais c'est que des hypothèses, que la migraine favoriserait l'inflammation des vaisseaux et donc de ce fait les thromboses. Et il y a une deuxième raison, vous m'y faites penser, les migraineuses ont plus souvent des foramen ovales perméables. Parce que c'est une population de jeunes et ils peuvent plus facilement emboliser. Bonjour, je suis Lucille Warin, kinésithérapeute. J'avais une question au niveau des symptômes de l'AVC pendant la grossesse. Est-ce que c'est les mêmes et au niveau des conséquences sur le fœtus également? Alors les symptômes de l'AVC, oui, sont les mêmes, les symptômes classiques, de l'hémiplégie, l'aphasie. Après les conséquences sur le fœtus, tout va dépendre quelle est la cause de l'accident vasculaire cérébral. Vous voyez? Par exemple, si c'est une éclampsie, une prééclampsie un peu sévère, oui, ça peut avoir des conséquences, il va falloir sortir l'enfant beaucoup plus vite. Donc il y aura certaines situations de cause d'AVC qui vont pouvoir avoir un retentissement. Ouais.
C'est pour ça que ces états d'hypertension sont vraiment à bien surveiller. Oui. Vous vous appelez comme ce matin? Alors ne vous représentez pas alors. Bonjour. En fait, moi j'ai une question. Vous nous parlez là de la pilule contraceptive. Et en fait, mais qu'en est-il des autres dispositifs, c'est-à-dire l'implant ou les dispositifs intra-utérins? Justement, l'implant, ça peut être des formules progestatives, microprogestatives, qui donc peuvent être une très bonne alternative à la contraception orale combinée. Et ça n'aurait pas ça n'aurait pas d'incidence sur la venue d'un AVC? A priori, beaucoup moins. Beaucoup moins. Oui, oui. Donc on enlève la pilule et prendre un autre dispositif dans un cas comme ça. Voilà, mais microprogestatif. D'accord, oui. Merci. Il est 15h, la petite dernière pour la route. Alors la petite dernière, pas vous la question, on s'est compris, on s'est compris madame. Ne le prenez pas mal surtout. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis pharmacien. Moi, j'aurais une question à propos de l'automédication. Oui. Quand justement, on a ces patientes qui arrivent au comptoir et qui font régulièrement des migraines, oui. Qu'est-ce qu'il faut leur conseiller, éviter, etc. dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait leur donner qui ne sont Alors, pas... moi, je pense que quand des personnes viennent vous voir parce qu'elles ont des migraines très fréquentes, il faut vous assurer que ça ne soit pas des céphalées induites par l'abus médicamenteux. Vous savez qu'à force de prendre du paracétamol, des efferalgans, on a l'effet contraire à un moment donné qui va se passer. Et comme elle a toujours mal, elle continue d'en prendre. Et c'est là, à mon avis, il faut en parler aux médecins pour des périodes de sevrage. Il faut bien déjà voir pourquoi elle fait des migraines à répétition, et puis se poser la question s'il y a une intensification des migraines, est-ce qu'elle est sous contraceptif, est-ce qu'elle a des facteurs de risque associés? Parce que ça pourrait amener à l'arrêt de la pilule à ce moment-là. On en reste là. Merci à vous, monsieur le professeur. Merci bien.